donné à New York, dans le bâtiment qui a été refait par Rodrigue de Meuron. C'est un spectacle qui est tout en long comme ça et dans lequel les gens se promènent le long. Et on peut tout à fait envisager que ce spectacle, qui fait 60 mètres de long, puisse être donné dans ce lieu. On a aussi pensé aux marionnettes. On a mis un petit théâtre de marionnettes qui sort tous les soirs du sol et qui permet d'obtenir un petit peu... Alors ça, c'est véritablement en collaboration avec l'association, avec le théâtre du Guignol de Lyon, qui ont fait avec Taipei un échange et qui ont créé un spectacle dans une boîte de 4 mètres par 4 mètres, comme ça, et dans lequel il y a les 4 types principaux de marionnettes. Alors on n'est pas aussi sophistiqué, pas pour l'instant en tous les cas, mais ça peut le devenir. Voilà. Donc là, pour l'instant, on verra de quelle manière ils vont l'utiliser. Mais c'est à l'extérieur du théâtre, c'est un lieu, c'est un système de communication. C'est un système de communication extrêmement efficace parce que le théâtre, en fait c'est de l'opéra qui est pratiqué dans ce cas-là avec les marionnettes à Taïwan. C'est extrêmement populaire, extrêmement vivant et vivace comme expression artistique. Le théâtre de l'Archipel, alors lui aussi il est très ouvert sur l'extérieur parce qu'il est composé de différents bâtiments et donc toute l'activité se passe à l'extérieur. Ça c'est une salle de répétition, ça c'est un immeuble de bureau, bah oui c'est un peu un immeuble de bureau, c'est aussi un lieu dans lequel il y a des loges, ça c'est la scène comme un bastion avec sa cage de scène mais aussi des loges, mais aussi un restaurant qui est en haut et puis ça c'est le grenat de Perpignan, de la région, et c'est la salle essentiellement. Donc chaque bâtiment est identifiable, chaque fonction est identifiable, et il y en a encore un quatrième qui est une black box, qui est vraiment comme une black box, comme un hangar. Mais le plus intéressant, c'est à l'intérieur de la salle. Il y avait un conflit entre le ministère de la Culture qui finançait beaucoup ce lieu et le maire de l'époque, Jean Alduy, le maire qui a eu quelques soucis avec des bulletins de vote dans des chaussettes. Lui voulait une salle qui puisse permettre d'accueillir aussi des meetings, mais aussi des one-man shows, des choses comme ça. Donc il voulait une salle de plus de 1000 places, environ 1000 places, alors que le ministère de la Culture voulait un petit théâtre de 650 places. Alors dans ce cas-là, en général, la réponse, elle est de dire, on va faire la grande salle de 1000 places et puis on va mettre un rideau. Puis on se débrouillera comme ça pour faire à peu près du spectacle, pour affiner alors 2 ou 3 positions de rideau. Ça nous permet d'avoir 600, 700 places, 800 places. C'est une aberration des aberrations. C'est-à-dire il faut bien savoir que chaque type de spectacle nécessite une certaine qualité de lieu. Le théâtre, c'est la proximité. Le théâtre, c'est l'intelligibilité. C'est-à-dire d'un point de vue acoustique, une salle de théâtre, ça n'a rien à voir avec une salle de musique. On a besoin d'avoir des surfaces de réflexion qui sont beaucoup plus proches des spectateurs que dans la musique. On a besoin d'avoir une proximité qui ne dépasse pas les 22 mètres de distance avec les premiers acteurs, pour qu'on puisse les voir, tout simplement pour qu'on puisse voir leur jeu, les différentes facettes. Donc on a fait, nous, au contraire, on a fait un théâtre, un petit théâtre, qui est bordé par un rideau, mais qui est un rideau en lamelles de bois, doublé d'un rideau acoustique résistant, et ce qui nous permet d'avoir des ambiances et acoustiques et de dessin très différentes. Et puis, quand on va vouloir faire de la musique, mais de la musique classique, sans être la musique amplifiée, on va soulever ce rideau, on va déplacer les accès, ils sont suspendus et ils sont coulissants, l'ensemble du sas, on le déplace, et on a un balcon qui est au-dessus, qu'on va ouvrir ou pas ouvrir. Là, pour l'instant, il est fermé, mais on a donc tout l'ensemble du parterre, avec un mur acoustique tout à fait favorable à la musique et plus du tout à la voix. Bien que ce ne soit pas désagréable pour la voix. Moi, j'ai assisté à une pièce là-bas avec une grande formation, c'était tout à fait intéressant, mais c'est vrai que l'autre est beaucoup plus proche au niveau acoustique. Et ensuite, on a une grande salle de 1000 places, parce qu'on va rajouter un balcon et des petits balcons latéraux, qui sont aussi des petits balcons techniques. Donc c'est une flexibilité extrêmement simple à obtenir. En plus, on a une fosse d'orchestre, en plus, etc. Mais c'est anecdotique. L'idée, c'est de renverser le système, c'est-à-dire de partir
des qualités nécessaires pour chacun des types de spectacles, essayer de retrouver ces qualités et les faire disparaître pour les remplacer par d'autres qualités. Voilà la salle. D'autres vues, le rideau, sans le rideau acoustique derrière, c'est-à-dire que là c'est purement décoratif, pour l'instant c'est pas du tout efficace en termes d'acoustique théâtrale. Quelques vues. Voilà. Je vais passer très vite là-dessus parce que là c'est toutes les différentes variations, mais on les a déjà plus ou moins vues tout à l'heure. Pour revenir quand même à ce qui nous intéresse, enfin, oui. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est ce qui a brûlé, enfin ce qui est en train d'être reconstruit à Pékin, qui est pour la télévision. C'est un lieu de 1500 places, donc c'est pas un lieu énorme, mais par contre dans lequel ils ont de temps en temps, par exemple les fêtes du du Nouvel An, ils peuvent avoir jusqu'à 3000 intervenants sur le plateau pour la télévision. Et donc on a fait un grand studio de télévision, c'est à côté d'un hôtel, donc ici, je suis désolé, ici on a l'hôtel qui est au-dessus, qui est la grande jambe qu'on a vu tout à l'heure, et ici on a le petit toit qui abrite des studios de répétition pour des orchestres, un autre studio de répétition pour des orchestres, ce sont des orchestres symphoniques, hein. Et là la cage de scène, et ici le grand balcon dont je vous parlais tout de suite. Donc en fait l'idée c'est plutôt de travailler comme dans une place, c'est-à-dire qu'on a la genèse de cette salle, c'est très simple. On n'a pas eu le temps, vraiment, on n'avait pas d'opportunité et pas vraiment le temps et on n'avait surtout pas de programme de la part du client. Donc on a, quand on m'a demandé ce que je souhaitais, j'ai dit, moi, donne-moi le maximum de place, et quelle que soit la forme, et avec ça on va se débrouiller. Et bon, il avait déjà des studios et des locaux, un ballroom, un accès public. Donc on a mis entre ces éléments-là qui étaient définis et qu'on ne pouvait plus toucher, on a mis en place un grand balcon et un sol qui se transforme et qui permet d'accueillir différentes dispositions du public en complément du public qui est sur le balcon au-dessus. Donc d'une manière un petit peu plus précise, voilà, on coupe le grand balcon qui est soutenu par des grosses colonnes, une cage de scène qui n'est que partielle, qui est au-dessus d'une scène, une scène très sophistiquée, et puis un parterre qui, lui, est aussi très très sophistiqué et qui va permettre différents aménagements. On va en voir quelques-uns. J'ai une vidéo, mais on n'a pas le temps de la voir, qui permettrait de voir. Et on a une arrière-scène, et on a des scènes latérales. C'est-à-dire qu'on a presque un théâtre complet, mais quand on n'a rien, quand on est à plat, et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir cette continuité entre deux façades de verre, qui nous apporte la lumière du jour en permanence dans la journée, qui apporte la visibilité de ce qui se passe à l'intérieur pour le public qui se promène dehors. Et donc on a un énorme espace vide qui est comme une grande place intérieure, comme une plaza qui serait bordée d'immeubles avec leurs fenêtres, leurs balcons, leurs trucs, et c'est exactement ce qu'on a. Et chacun de ces lieux va être le prétexte, et pour en avoir discuté encore cet été avec des réalisateurs de la télévision chinoise qui vont les utiliser, chaque petit élément, chaque petit accident va être le prétexte pour eux pour mettre en place un animateur, mettre en place une caméra, mettre en place un écran, mettre en place quelque chose. Donc c'est une grande richesse pour eux. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là qui a une... voilà. Alors on voit le balcon, on voit la scène, on voit les dessous de scène, et voilà. Ce que je disais par rapport aux éléments qui peuvent intervenir comme ça d'une manière un peu bizarre. Une autre vue, c'est... il me semblait bien qu'il fallait nécessairement un petit moment... c'était un petit peu l'heure là de faire ça. Donc voilà ce qu'on peut faire. Classiquement, voilà la disposition. On peut être fermé ici, on peut cacher tout ce qui se passe sur le côté. On peut aussi avoir des éléments de sièges qui sont disposés un petit peu partout, tout autour d'une scène centrale. On peut avoir cette scène qui est disposée en étage, mais on peut avoir d'autres formes, puisque ces scènes sont découpées en 3 scènes, en fait, qui peuvent permettre de faire le contraire, c'est-à-dire de les avoir, ces étagères, dans l'autre sens. Voilà, là on voit le papa de la petite fille. Là.
Voilà les volumes énormes qui sont à l'intérieur. Ça, c'est après l'incendie, après 4 ans de présence de l'eau à l'intérieur des bâtiments. Voilà, le bâtiment, il était fini. On a démonté les fauteuils, là. Flexibilité d'un autre gros bâtiment qui est la Philharmonie de Paris. Ça, c'est une vue 3D de la Philharmonie de Paris avec l'orgue qui est ici, les places pour les chœurs, la scène qui est centrale et une très grande proximité des spectateurs par rapport à la scène. C'est une des salles, c'est une salle de 2400. 2400, il me semble. 2600, je ne sais pas. Mais c'est énorme et avec une très très grande proximité des spectateurs. Mais l'ambition du directeur de ce lieu, qui est Laurent Bell, est de pouvoir accueillir tous les types de musique. Et on ne peut pas accueillir sur une scène comme ça avec un public derrière tout type de musique. La musique amplifiée, entre autres, ne fonctionne pas, ou fonctionne très très mal, ou demande beaucoup trop de temps d'adaptation aux artistes pour se mettre. Et en plus, ils n'intéresseront qu'une partie simplement du public. Donc, spectacle de danse aussi, peut-être un peu dommage de ne pas être frontal. Donc l'idée, la question qui nous était posée, c'était de pouvoir déplacer la scène et la mettre à l'arrière et de virer les fauteuils qui est ici. Alors la solution qu'on a proposée, c'est pour les virer, je vous expliquerai comment on a fait. C'est un peu la même technique qu'on est en train d'utiliser à la Fondation Louis Vuitton, mais pas la même technologie, mais la même technique. On abaisse le mur ici parce qu'il faudra bien que les gens rentrent sur cet espace-là. On abaisse les scènes et la totalité de la scène. On va ensuite replier les gradins, les ranger et on va faire descendre la scène. Et à ce moment-là, on a gagné une scène qu'on appelle la scène jazz, musique du monde. Et ensuite, il va s'agir de l'équiper, de pouvoir l'éclairer, etc. Alors, pour ça, on va travailler au niveau du plafond. Où on va avoir des trappes qui vont s'ouvrir dans le plafond. Ça, c'est la scène telle qu'elle est en place. Le système, il a été différent. On n'a pas refait le petit montage. Mais... Donc, on a des trappes qui sont dans le plafond, qui s'ouvrent. Et on a ces éléments de poutraison qu'on a eu le temps de préparer sur ces 2 espaces de préparation au préalable et qu'on va faire descendre quand on en a besoin, ainsi que des rideaux pour faire les éclairages, ainsi que des trosses complémentaires. Et sur cet élément, on va pouvoir le gradiner légèrement pour pouvoir mettre une régie ouverte de salle. Le public est debout, les acteurs sont là. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Quelques photos. Voilà. Maintenant, il y a une interrogation écrite, non ? Merci beaucoup pour votre présentation. Peut-être vous avez des questions à lui poser ou à poser... À nous ou aux autres ? Oui, à tout le monde. N'hésitez pas. Moi, j'en ai connu quelques-uns ici qui étaient un peu plus bavards quand ils étaient chez moi. Mais... Harrison, t'as pas une question à poser ? On n'est pas très loin. Si vous voulez poser des questions plus tard, n'hésitez pas. On est vraiment tout à fait ouvert. Bonjour, moi j'ai une question à poser un peu à tout le monde peut-être. C'était pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers la scénographie et quelles sont vos formations de base. Est-ce que vous venez de vraiment plein de milieux ou est-ce que c'est architecture, ingénieur, enfin voilà. Ils se cachent tous. Hein. J'ai fait une formation en ingénierie mécanique et je me suis tourné vers la scénographie sans faire exprès. Mais en prenant des précautions ? J'ai pas vraiment pris de précautions. Non, comme tout le monde. Et voilà, j'ai découvert ce milieu petit à petit.
Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre les compétences techniques au service de projets autres qu'industriels. Voilà, grosso modo. Simon oublie de dire qu'il est spécialisé dans le cirque. C'est un circasien, en plus. Moi, j'ai pour ma part un DUT de mécanique. Ouais. Un peu pareil que Simon, en fait. C'est un peu la même idée. Peut-être plus volontaire. Parle dans le micro. Tu te calmes. Tu parles pas comme ça déjà. Ouais, non, les motivations sont un peu les mêmes. Quand on regarde la mécanique, si on arrive dans ces domaines un peu précis, c'est surtout qu'en général on le veut, parce que tout le monde fait largement autre chose. C'est un peu mon cas. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur en bâtiment à l'INSA à Lyon. Et j'ai fait de la scéno parce que je suis danseuse et musicienne depuis toute petite, donc c'était un moyen de combiner le côté artistique et le côté scientifique des études d'ingénieur. Moi, ce que je trouve intéressant d'une manière générale dans la scénographie... Oh, elle répond pas à la question. Non, je peux répondre, mais... Si, je peux répondre, mais je trouve pas que ce soit le but. Ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est encore un milieu protégé. La scénographie est un des rares milieux où, justement, on n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières, puisqu'il y a toutes les formations... Enfin, il y a énormément de formations qui peuvent y mener, et il y a aussi beaucoup d'accidents de la vie. Moi, j'ai aucune formation... Non, mais c'est vrai, moi, j'ai aucune formation ni architecturale, ni d'ingénieur. Et moi, j'ai toujours baigné dans le spectacle depuis que je suis toute petite. Et voilà, et donc, pour moi, c'était évident parce que c'était... le fonctionnement d'une salle, je la connais, je suis née dedans, donc je sais comment ça marche. Et voilà, et après, on apprend d'autres choses. Eux, ils ont peut-être appris le fonctionnement. Moi, j'ai appris l'ingénierie, voilà. Et je trouve que c'est un milieu qui est... Il y en a pas beaucoup, des milieux... des métiers où on peut rentrer par toutes les portes, juste parce qu'on a envie. Et on a tous nos motivations, en fait, très différentes. Et puis, on y est tous arrivés à des âges différents, avec des parcours différents. Voilà, en fait, c'est ça, c'est l'envie d'abord. Parce qu'après, c'est vrai que c'est un parcours du combattant quand même. Hein. Donc, il faut avoir envie d'abord. Puis après, le reste, les études, ouais. C'est bien quand on a un diplôme, parce que ça permet d'ouvrir la porte. Mais il n'y a pas de formation vraiment... Nous, un mec qui vient, qui nous dit j'ai un diplôme en scénographie, ouais, bon, c'est cool. Mais ouais, fais voir, ouais. Voilà. Donc en fait, c'est juste l'envie. Moi, je trouve que c'est juste l'envie. Mais je sais pas, Michel, qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais ton cas est très intéressant en plus, mais on ne va pas tout dévoiler de ta vie. Mais c'est passionnant. Comme tu dis, tu es baigné dedans. Moi, je l'ai vu grande comme ça, déjà sur un plateau, avec son père, sa mère, bref, je veux dire. Mais il y en a plein d'autres, on en a plein comme ça tout au long, mais c'est parce que c'est un métier qui en même temps attire et en même temps... c'est un métier, c'est un domaine. Parce que le métier, il est beaucoup plus compliqué à définir. C'est ce que j'essaye de faire, mais c'est toujours très compliqué. Et puis parce qu'il est varié, on n'a pas parlé du tout, là j'ai pas voulu parler de tout ce qui est la muséographie, de tout ce qui est la scénographie de musée, disons plutôt, la scénographie d'exposition. Mais on peut aussi travailler sur les stades, on travaille aussi sur des parcs, le parc des oiseaux par exemple. Le travail qu'on a fait sur le parc des oiseaux avec Ilex, moi, ça m'a passionné, quoi. Je veux dire, c'est génial, maintenant je connais tout sur les oiseaux, ou à peu près. Mais c'est plein de choses comme ça, c'est-à-dire que c'est un métier de découverte permanente. Le travail qu'on est en train de faire avec les artistes chinois et les architectes chinois est totalement... impossible à réaliser en Europe. Et pour ça, il est vraiment passionnant. Et on a plein de choses à apprendre. Et je suis ravi de faire des salles qui sont... de participer à la réalisation de salles qui sont complètement foldingues, quoi, qui n'ont rien à voir. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'en plus, les salles, le soir, après le spectacle, on les dépouille de 2 ou 3 gradins pour faire des grands plateaux, pour faire un bar dans la soirée, ou le lendemain matin, ou l'après-midi, et où les gens peuvent assister aux répétitions des danseurs, des chanteurs, en sirotant un thé, un truc comme ça. Enfin bref, c'est des lieux de ce type-là. Ah, on ne vous a pas dit non plus, on a fait des casinos. On a fait des salles spécialisées pour les casinos qui se transforment aussi en salles de cabaret, etc. On fait des trucs qui sont assez... Ah oui, toi tu l'as construit en plus, Clémentine. Elle était entreprise à ce moment-là. C'est vraiment, on fait des choses effectivement qui sont jamais vraiment totalement
les mêmes. Et surtout, et j'insiste véritablement là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à nous poser des questions quand un jour vous aurez un gros projet comme ça ou un petit projet à faire. Rien de ce que vous dites, de ce que peut vous dire le technicien n'est juste. Rien de ce que peut vous dire un artiste n'est juste. Je veux dire, parce lui, on lui a donné ça jusqu'à maintenant, donc il veut déjà avoir ça. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, parce que sa vie est plus compliquée qu'on le croit. Il n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait faire autrement. Et donc, c'est à nous, avec les architectes, et en fonction des questions que nous posent les architectes, et surtout en fonction du lien social qu'un lieu de spectacle ou un lieu qui sera construit par une communauté, quelle qu'elle soit, et nécessairement, on a des obligations par rapport au public, par rapport aux gens qui sont à l'extérieur. Et on doit faire que ce lieu soit, je pense, le plus ouvert possible. Et il y a 50 manières de le faire. On doit penser à ce que ces lieux soient le plus dynamiques possible. On doit penser aux artistes quand ils arrivent dans une salle, etc., etc., etc. Et penser aux artistes, c'est pas obligatoirement donner ce qu'ils réclament. C'est comme un enfant, on ne lui donne pas obligatoirement ce qu'il réclame, on va essayer de lui faire. Il voudra toujours bouffer du jambon, mais il faut essayer de lui faire manger autre chose pour lui faire découvrir quelque chose. Et quand il a découvert quelque chose, il en redemande. Et l'artiste, il est pareil. C'est exactement les mêmes mentalités. Il ne faut pas se gourer. Donc il ne faut pas se gourer non plus, nous, dans les choses, dans les choix qu'on va faire. Mais on les teste, on avance chantier après chantier. Vous avez bien vu qu'on fait même la même démarche avec les architectes. Le travail avec Frank Gehry sur la symétrie, malheureusement, il n'a pas vu le jour encore. Je pense qu'un jour, enfin, je ne sais pas, parce qu'on vieillit tous. Hein. Donc, on avait un superbe projet avec lui à Lisbonne, dans lequel on avait 3 salles tellement différentes les unes des autres, et tellement décoiffantes, quoi. Et c'est vrai que la fréquentation de ces architectes stars, c'est pas que des stars quand même. C'est pas que des stars, c'est aussi des grands architectes. Et quand on est au bout de 2-3 chantiers, 2-3 projets qu'on fait ensemble, c'est plus une star qu'on a en face de nous. Puis moi en plus je savais pas que c'était une star. Alors la première fois que j'ai rencontré Ram Koolhaas, j'étais très très étonné de voir qu'un mec comme ça, bref, qui parlait français d'ailleurs. Et il avait un assistant, quand on nous a présenté, qui s'est avancé devant le maire de Lille, je m'en souviendrai toute ma vie, qui s'est assemblé, il me dit « Bonjour, je suis ton cousin ». Je le regarde, je m'appelle Donald. Je vous laisse réfléchir, 30 secondes. Donc on va peut-être se retrouver autour du buffet du coup. N'hésitez pas à poser des questions directement juste après Michel Kova ou à tous les gens qui sont venus là pour nous présenter Doxeno. Merci beaucoup d'être venus et merci beaucoup à vous Michel. Comment je fais pour récupérer ma...